l'art et la vie. Je grimpe maintenant dans le creux du bras du roi Ozymandias. C'est la même chose que Ramsès II, bien sûr. Vous voyez cette grande statue? Je suis assis sur le bord de sa poitrine brisée. Voici le haut de son bras. Le haut de son buste gît quelque part par là. C'est vraiment ça. Ces statues ne sont vraiment pas faites comme au cinéma, avec 55 extras tournant autour sans arrêt, avec des burins. Ce sont vraiment d'incroyables œuvres d'art. Personne ne peut les réaliser de nos jours. Non parce que nous manquions d'habileté ou qu'un artiste manque d'adresse, mais parce que nous ne travaillons plus en communauté. Lack the skill or any individual lacks the skill, it's because we don't work in community anymore. Voyez comment ces muscles sont reproduits ici. Voici l'épaule. Elle arrive jusqu'ici. Puis lentement, imperceptiblement, après quelques mètres, elle ressort, puis elle apparaît à nouveau pour atteindre ce muscle-là. Une description incroyable d'un bras. Cela paraît encore plus incroyable quand on sait qu'il y avait probablement un homme en train de travailler sur ce morceau et un autre sur cet autre morceau. Cela démontre un ensemble de connaissances du travail artisanal que l'Occident a totalement perdu. Ça n'existe plus. Ce n'est pas suffisant de dire qu'il n'y a personne capable de réaliser un tel travail dans le monde de nos jours. Aucun homme n'a jamais fait cela. Ceci a été réalisé par un groupe de personnes qui travaillaient ensemble dans une harmonie extraordinaire. Nos villageois étaient simplement un de ces groupes d'artistes. Il est surprenant de voir comme ils nous ont laissé une histoire détaillée de leur travail ici dans le cimetière du village. Voici la chapelle mortuaire de l'un des ouvriers du village. Il s'appelait Hippie, mais il n'a pas été enterré ici. C'était un endroit où les gens venaient au moment fort et pendant les vacances pour manger, pour partager leur nourriture avec les morts et pour faire des offrandes à Hippie et à son épouse. Il s'agissait en fait d'une sorte de lien entre ce monde et celui de l'au-delà. Là, vous pouvez voir l'homme en personne accompagné de sa femme et de leur fille. Il a malheureusement perdu sa tête. Ils sont en train de vénérer, comme on peut s'y attendre, le roi des morts, avec sa peau bleue et derrière lui, la déesse des montagnes de l'Ouest, le pic qui domine le village. Comme vous pouvez le constater, c'est une belle femme vêtue d'une robe élégante. Il s'agit d'un modèle tissé, ce qui est très intéressant car on ne trouve ce dessin particulier que dans les tombes du village ou dans les tombes royales de la vallée des rois. Ils ont bien sûr été peints par les mêmes personnes, on s'y attend. Ces tombes portent toute la marque d'une merveilleuse qualité, celle des meilleurs artistes au monde. On retrouve ici Hippie et sa femme. Ils sont assis sur leur trône et leurs enfants leur apportent de la nourriture. C'est un peu flou, bien sûr, mais on peut voir le fils qui offre ce joli pot entièrement peint. Mais il y a autre chose dans le détail de cette tombe qui est très intéressant et inhabituel. Voyez-vous cette petite table blanche là, un joli plat décoré de fleurs contenant des figues et des morceaux de viande, ainsi qu'un beau canard au joli cou arrondi sont déposés dessus. On devine qu'il était farci d'une préparation délicieuse, des noix par exemple, ou de quelque chose cuit dans du miel, j'imagine. On cuisinait des mets vraiment délicats dans l'ancienne Égypte. Et d'autres morceaux de viande. Ce sont précisément tous ces petits détails qui sont particulièrement merveilleux dans cette tombe. Là, vous pouvez voir Hippie. Il porte ses splendides tuniques tissées en lin. Et sur les genoux d'Hippie, le chat de la famille. Ce qui est réellement fascinant dans cette tombe, et c'est un privilège d'être ici, car peu de personnes y sont entrées, c'est que tous les matériaux qu'utilisaient ces gens, avec tant de magnificence, étaient aussi peints sur les autres murs de la tombe. C'était comme si Hippie désirait les emporter tous avec lui pour maintenir son niveau de vie. Ici, nous avons une petite image des hommes qui lavaient leur linge. C'est pratiquement unique. Ce sont les servants du village. On les voit en train de bavarder, de nettoyer et de laver dans la rivière. Comme vous le voyez, Hippie a fait peindre sur les murs des scènes assez rares avec ses servants. Ce genre de personnage n'est pas souvent représenté dans les tombes. Regardez, voici les pêcheurs du village.
Ils font du canotage avec leur barque à travers les marées sur le bord de la rivière. Comme de bons artistes de classe moyenne, tous les ouvriers ont un aspect un peu comique. L'un a un drôle de nez rond et des cheveux rêches. Ils bavardent entre eux et gesticulent. Cependant, être marrant ne les a pas empêchés d'attraper un bon gros poisson, ce qui, dans le fond, était la principale source de protéines pour les villageois. Après la pêche, on peut voir dans le coin un détail extraordinaire. L'un de ces pêcheurs en train de raccommoder ses filets. Admirez la main, chaque doigt, chaque ongle et même les articulations. L'homme est en train de tirer sur l'aiguille. Et ce type-là, c'est l'un des artisans du village. Il travaille à un masque de momie. Un masque qui ressemble beaucoup au masque de Toutankhamon. Le mur en face est complètement rempli de villageois vaquant à leurs occupations. Ici, par exemple, il y a une boîte à outils, celle d'un charpentier. Nous avons ici une scie avec ses dents et sans manches, un peu étrange, mais elle ressemble beaucoup à une scie moderne. Et là, la dernière partie d'une momie que peint un scribe, dont la barbe touche la caisse en bois de la momie, et le petit bonhomme tient la momie pour l'empêcher de tourner pendant qu'il peint. Les artistes en Égypte gardaient normalement leur peinture dans de très larges bols, mais cet homme possédait une palette de scribes. C'est un autre indice qui nous prouve que les scribes eux-mêmes s'occupaient de peindre les événements du village. En fait, tout le mur est plein de la vie du village, et c'est tout à fait extraordinaire. En dessous, il y a l'artiste. Dans cette scène, on voit une douzaine d'ouvriers en train de travailler à un grand cercueil, comme une sorte de grande garde-robe, une pièce de cérémonie. Il jette vraiment sur ses compagnons un regard caustique, comme par exemple ici, où quelqu'un a laissé tomber une grosse valise bien lourde sur le pied de ce joyeux luron. Il interpelle maintenant le gars au-dessus de lui pour qu'à l'avenir il soit plus attentif, tandis que cet homme regarde tout autour de lui. Il y a un gros objet et on voit qu'ils sont en train de travailler dessus. Là, un homme a abandonné son sac plein d'outils. Cela ressemble à un sac de plombier, avec une scie et un burin qui en sortent. Là, quelqu'un va dormir, tandis qu'un autre se réveille, peut-être parce que le contremaître arrive. Ce petit bonhomme est le genre de personne qui vivait dans les maisons de notre village. Ainsi, dans la mesure où la vie réelle du passé peut être reproduite, ça doit ressembler à cela. La plus grande partie de notre village d'ouvriers a été fouillée pendant ce siècle. Des décombres et du sable poussé par le vent l'avaient enseveli depuis 3000 ans. Notre village est vide à présent. Ses habitants sont partis, leurs maisons sont en ruine. Cependant, pas très loin de Loix, des villageois modernes vivent pratiquement de la même manière, employant encore les anciennes méthodes pour faire face à beaucoup de problèmes de la vie courante. Tout comme nos anciens villageois le faisaient, les villageois nubiens utilisent des voûtes pour capter le vent et rafraîchir leurs maisons. Ils construisent aussi encore des toits en terrasse pour y dormir pendant les mois chauds de l'été et pour garder leurs affaires. Nos anciens villageois faisaient de même. Beaucoup de personnes en Afrique du Nord rafraîchissent encore leur eau par évaporation, de la même manière que nos villageois. Il est évident que de telles comparaisons s'avèrent plus dangereuses dans les détails. Mais dans le domaine de l'ordre, de la régularité, de l'environnement et dans leur méthode de construction, les deux villages, l'ancien et le moderne, se ressemblent énormément. Mais pour voir les thèmes actuels de la vie du village, nous devons aller au nord de Turin, où l'on conserve l'unique trésor de la tombe de K, l'architecte. Ce qu'il y a de merveilleux à propos de cette tombe, c'est que notre villageois emporta toute sa maison avec lui dans sa tombe. C'est comme une bulle de temps. On y retrouve tout ce qu'il y avait dans toutes les maisons de l'époque. Ce lit ici, avec tous ses draps et ses couvertures, est celui dans lequel il dormait. Ce creux, ce léger creux au milieu, c'est la marque que l'on y laisse quand on y dort trop longtemps. Et voilà l'oreiller. Il s'agit d'une chose dure et bizarre que les anciens Égyptiens glissaient sous l'oreille. Ce devait être atrocement inconfortable. Dieu sait comment il le supportait. Voici le sac à main de sa femme, ou du moins, ce qui passait pour être un sac à main à l'époque. Je suppose que, comme de nombreux sacs à main, c'est un objet très étrange, une chose à la fois jolie et petite.
il y a un autre flacon de parfum hermétiquement fermé, vieux de 3000 ans. Et ce petit pot est son crayon à sourcils. À son extrémité, il devait y avoir cette chose noire que l'on appelait du col. Les femmes, en Égypte, en mettent encore des gouttes dans leurs yeux, ce qui fait que la poudre noire remonte et forme une ligne noire tout autour des yeux. Voici la maison de la dame à la perruque. Elle est faite de cheveux humains. Elle la portait à l'occasion des fêtes. Les cheveux tombaient probablement juste sur les épaules. Et voici le monsieur avec son nécessaire de toilette. Voici l'ancêtre de la brillantine, une huile parfumée spéciale pour les cheveux. Voici des rasoirs extraordinaires, très joliment fabriqués en bronze, au tranchant aiguisé. Mais comment s'y prendre? Je suppose comme ça, d'une manière ou d'une autre. Dieu sait comment se servir d'une telle chose pour se raser. Moi, je n'ai vraiment pas réussi. Et cette belle petite chose, un objet quotidien, les choses que l'on porte sur soi, que l'on a près de soi, cette petite statue de cheval usé, une petite paire de pinces à épiler pour arracher ses poils intempestifs. Les Égyptiens étaient des gens très soigneux. On peut aussi le remarquer grâce à leurs vêtements. Regardez ces merveilleux exemples de costumes, c'est pratiquement unique. Regardez quel soin et quelle merveille dans le col. Le tailleur a réalisé cette courbe magnifique. Elle forme un arc, comme un couturier actuel en vogue le ferait. Vous voyez la petite décoration sur cette canne? C'est le genre de décoration que les gens devaient avoir dans leur maison. De nos jours, il ne nous reste que les monuments. C'est une canne très connue qui vient de notre village, et dessus on peut lire « Supporte-moi au bâton dans ton vieil âge ». Et cela dans la nouvelle section ici, je pense que c'est le cœur de l'ancienne Égypte. C'est certainement une dépense, car il y a des oignons, de vrais oignons, des anciens champs, et voici du pain de l'époque, exactement comme on le fait aujourd'hui, sauf qu'il a plus de 3000 ans, et ce sont les ingrédients courants. Si l'on observe n'importe quelle stèle égyptienne, la première prière que vous lirez est « Donnez à manger à mon esprit du pain et des oignons ». C'est le régime de base, c'est la diète qui alimenta les gens qui édifièrent les pyramides et nos villageois quand ils construisirent les tombes royales. Mais ce pain est un pain spécial, il vient des autels des dieux, des temples. Lorsqu'on fait une offrande aux dieux, on souhaite qu'ils écoutent notre prière. C'est pour cela que l'on a fait de petites oreilles avec des miches de pain pour qu'ils puissent entendre notre prière. Ceci nous amène naturellement dans cette section qui est pleine de la cuisine des hommes. N'est-ce pas extraordinaire? Regardez, voici un pot de cuisine, une belle marmite en bronze, encore pleine de bouillie d'avoine ou d'une substance gluante que l'on y préparait. Cela ne semble plus très délicieux, il faut l'avouer. Et voici ces fines herbes, ces épices, ces dattes, ces raisins, son ail. Toute la nourriture déposée là, avec soin, pour son esprit, dans de petits bols apportés directement de la maison. Bien sûr, il aurait été dommage de tout laisser là après la mort. C'est la raison pour laquelle il emporta tout dans sa tombe. Mais ce n'est qu'un petit acompte. C'est le salaire des villageois, parce que c'est ce que les gens recevaient, et il y a une sorte de geste symbolique dans la tombe. Voici le grain. Tous les mois, les ânes empruntaient ce sentier pour monter des céréales du roi aux gens qui construisaient les tombes. C'est une partie du salaire des hommes du village. On peut se demander pourquoi un peuple aussi intelligent que les anciens Égyptiens, et bien sûr nos villageois, se donnait la peine d'enterrer les morts avec toutes leurs possessions autour d'eux, et aussi ces belles choses. Bien, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut commencer à considérer comment les anciens Égyptiens divisaient une personne. En effet, dans ces divisions de la personne, chaque partie avait son propre ciel. Voici maintenant une chambre mortuaire. C'est celle d'un villageois nommé Sénédjem. C'est là que repose son corps. C'était une partie de sa personnalité, seulement une partie, son corps. Et voici Osiris, le grand dieu des morts, le grand dieu au visage vert. Et ses deux yeux, ses yeux curieux, regardant à travers l'étrange miroir qui divise ce monde de l'étrange région d'Osiris. C'est le domaine des dieux et c'est une partie du ciel qu'habite le corps. C'est bien sûr la raison pour laquelle les possessions sont là, car les biens font réellement partie du corps. Les vêtements, les chaises et la nourriture dont nous avons besoin pour manger. C'est une partie du destin, une partie du ciel du corps, et c'est pourquoi les choses sont si bien faites. Parce que c'est un ciel. Mais il y a d'autres cieux pour les différentes parties de la personne, et l'un d'eux est l'âme de la personne. Elle monte vers le ciel, et voici les âmes de nos villageois, ces étoiles dans le ciel.
Voici Senedjem adorant les anciens villageois, car lui aussi veut devenir une étoile et briller dans le ciel, la nuit. Nos villageois éprouvaient beaucoup d'enthousiasme pour le ciel qui appartenait à la personnalité d'un être, à son image. Voici le ciel d'un villageois. Pour un homme qui avait passé sa vie dans le désert, ciselant le dur rocher, le vieux Senedjem voyait son paradis comme un beau jardin parcouru de canaux, avec des palmiers dattiers, des parfums et de belles plantes à fleurs. Naturellement, il laboure les champs. Ce n'est pas vraiment un fermier. Il n'a jamais labouré un champ de sa vie. C'était le véritable fermier du dimanche, avec ses vêtements de fête, ici sa charrue et là sa récolte. Deux des grandes merveilles de l'ancienne Thèbes étaient les colosses de même nom, chacun sculpté dans un seul bloc de quartz scintillant. La pierre la plus dure que le peuple ancien ait jamais travaillée, extraite d'une montagne située à des centaines de kilomètres de là. Ce qu'il y a peut-être de plus remarquable à cet endroit est ce qui a disparu, l'un des plus grands temples jamais construits. Derrière ces deux statues s'élevaient deux gigantesques murs d'entrée. Là où je me tiens, une unique entrée, aussi grande qu'un hangar d'avion, avec des charnières de granit, d'énormes portes en bois de cèdre du Liban, recouvertes de bronze. Et maintenant que je tourne dans ce champ en friche, vous pouvez imaginer que je suis en train de marcher dans une grande cour à ciel ouvert. À présent, j'arrive dans ce qui était le cœur du temple, tout ce qu'il reste de cette nef colossale et cette merveilleuse stèle. C'est en réalité une belle ironie, car il s'agit d'une donation par laquelle le roi offrit ce grand temple aux dieux. Ces lignes rappellent une sorte de pacte conclu entre eux deux. Écoutez. Je vais vous lire un morceau remarquable de ce document dans lequel le roi fanfaronne auprès du Dieu à propos de son grand cadeau. « Viens, Amenré, seigneur de Thèbes, regarde la demeure que j'ai construite pour toi dans un excellent grès blanc. Je l'ai remplie de monuments, de statues nées de la montagne, d'albâtre, de granit rose et noir, d'or et de toutes sortes de pierres splendides et coûteuses. Le Dieu est fortement impressionné. Il accepte finalement le don et il prend ce fils sur son cœur. Viens, mon fils Amenhotep, j'ai entendu tes paroles, j'ai vu ton monument, je suis ton père et j'accepte ce que tu as fait pour moi. Avec cette grande donation commence un énorme ouvrage. Des centaines de milliers d'ouvriers, des scribes et tout ce qui s'ensuit arrivèrent. Ramos était l'un d'eux. C'est là qu'il fit son éducation. Mais pourquoi un jeune homme aussi chanceux a-t-il abandonné une enceinte aussi prestigieuse et est-il allé vivre dans un petit village du désert? Pour comprendre cela, il faudrait aller dans l'un des plus anciens et des plus élégants temples de la vallée des rois, la tombe du roi Thutmosis III. Les tombes des vieux rois avaient été construites d'une manière très particulière. On voit que les artistes et les carriers qui les ont fabriquées ont laissé les murs nus jusqu'au moment des funérailles. Ils n'avaient peint que les étoiles dans le ciel et une bordure au-dessous. Ce n'est qu'après que le roi ait été déposé dans son cercueil que les scribes venaient et en vitesse peignaient les murs en l'espace de 2 ou 3 jours seulement. On voit que les peintres se déplaçaient si vite vers le bas du mur qu'ils ne se donnèrent même pas la peine d'enlever une boîte qui se trouvait ici, et cette zone restait en blanc. Bien sûr, cette boîte était arrivée là, lors des funérailles, au moment où ces personnes étaient en train de travailler. En effet, la peinture de ces textes faisait partie des funérailles. Ça ne devait pas être de l'art, mais des renseignements consciencieux et détaillés sur la manière de faire les choses. C'est la raison pour laquelle elles sont réalisées avec autant de précision, bien que si rapidement.
C'est vraiment un drôle de mélange. Ces écritures sont très spéciales. Probablement peu de personnes en Égypte savaient les lire. Il s'agissait d'un guide de l'au-delà. On les voit au travail. Ici, il existe une autre indication de la rapidité à laquelle ils allaient. Ces scribes tiennent à la main une palette et un papyrus. Le texte se trouve sur le papyrus. Ils tiennent le pinceau de l'autre main. Ils trempent le pinceau dans la peinture tout en regardant le texte. Ils écrivent de droite à gauche. Ils font tac, 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 puis relèvent le pinceau, le trempent à nouveau, regardent le papyrus et tac, tac, tac. Ils recommencent. Le pinceau, la peinture, le papyrus, tac, tac, tac. Mais ici, le scribe n'a pas regardé au bon endroit sur le papyrus et il a recopié la même phrase. C'est la même portion de phrase ici que là. Le peintre regarde à nouveau son papyrus, se rend compte de son erreur et il barre le tout d'un trait sans se donner la peine de s'arrêter. Plus tard, les rois pour lesquels nos villageois travaillaient voulurent des monuments plus imposants. Ceci amena un changement dans la manière de vivre de bon nombre de ces personnes, même de notre scribe Ramos. Faire de si beaux murs dans les nouvelles tombes demandait un processus long et laborieux. Tout d'abord, l'artiste aplanissait le mur d'une manière parfaite, beaucoup plus parfaite que ce qui se fait actuellement. Puis, c'était le tour des dessinateurs. Les individus qui dessinaient les murs entiers commençaient avec des cordelettes qu'ils trempaient dans la peinture rouge et qu'ils appliquaient à des intervalles réguliers tout le long du mur qu'ils voulaient décorer pour donner le trait de dernière minute. Ils ajoutaient ensuite des traits verticaux pour s'adapter parfaitement à l'architecture. Puis, un homme qui travaillait très lentement et méticuleusement passait par-dessus en noir avec application. Ainsi, alors que la version rapide pouvait contenir quelques petites erreurs, celle-ci était très bien faite. Ceci devait être très méticuleusement réalisé, car le processus suivant était très compliqué. Il s'agissait de découper toute la partie arrière du mur. On voit ici un homme au travail, c'est à moitié terminé. C'est le moment où le sculpteur travaille. Il est de l'autre côté de la porte et moi je suis entré 3000 ans plus tard. Il tient un burin dans la main, il se trouve là et il travaille très lentement autour de cette figure qui représente la chair du roi qui va dans le royaume des morts. Ainsi, pour le sculpteur, cette figure devait vivre. Et c'est ce qu'il y a de terrifiant dans ce travail, car ça continue des mètres et des mètres, des dizaines et des centaines de mètres à l'intérieur des tombes. Ainsi, tous ces signes ici en bas, ces petits hiéroglyphes qui représentent des lettres de l'alphabet, sont en réalité de petites personnes vivantes, de petits hommes vivants, de petits oiseaux vivants. Pouvez-vous imaginer le travail que cela représente? Les dieux et les déesses au bas du mur demandaient encore plus d'habileté. Et quand on arrive à ces énormes et magnifiques statues de rois et de dieux, dans les corridors extérieurs, c'est là que l'on admire vraiment le travail, le long travail compliqué de ces maîtres artisans. Évidemment, construire des tombes comme celle-ci est beaucoup plus difficile et compliqué que de faire les vieilles tombes, plus petites et plus simples. C'est la raison pour laquelle elles ne sont pas terminées. Les équipes travaillaient encore selon les anciennes méthodes. Le processus général de construction de tombes royales fut réorganisé. On ne pouvait pas établir des équipes plus grandes, car dans ces tombes, il n'y avait pas de place pour des centaines de personnes en plus. C'était beaucoup plus pratique de maintenir des équipes de la même taille. On rationalisa donc le processus de travail des équipes elles-mêmes. Car les ouvriers étaient plus apathiques. L'ancien contremaître avait commandé les burins, vérifié les réserves et effectué les rapports. C'était maintenant le tour d'une équipe de scribes, amenés pour contrôler le travail, indépendamment du contremaître, et c'est la raison pour laquelle Ramos rejoignit les villageois. Il passa donc le restant de sa vie dans la vallée des rois, à contrôler le travail dans la tombe du roi, et, lorsqu'il devint vieux, à former ses successeurs. L'un d'eux, son beau-fils, a laissé sa trace un peu partout sur les falaises de la vallée des rois.
Bien, voici Howard Carter en 1917 et à côté de lui, Kenner Copperchef en 1300 avant Jésus-Christ. C'était un homme compliqué, en fait un vieil homme fourbe lorsqu'il travaillait ici. Il comprit comment fonctionnait le village, comment toutes les petites cours pouvaient être manipulées et comment fonctionnait la structure du pouvoir. Il se montrait même parfois impoli. Il savait manipuler son monde, mais c'était un historien. Il fit lui-même une copie du texte de la bataille de Kadesh. Il établit des listes de tous les temples de Thèbes. Il s'intéressait beaucoup à l'histoire et au roi, mais il n'était pas très aimé. Il se montrait autoritaire et arrogant. Peut-être était-ce ce qu'il fallait. Construire une tombe était un travail dur. Il s'agissait tout d'abord de tailler l'entrée dans le roc, puis, pas à pas, tailler son chemin dans la falaise. Et au temps de Kenner Copperchef, le travail était particulièrement urgent. Le roi était vieux et malade lorsqu'il monta sur le trône et il désirait avec urgence sa tombe. Les ouvriers atteignirent cet endroit de la tombe après environ 3 ans de travail. Les carriers se heurtèrent presque littéralement à un obstacle. Celui-ci, au-dessus. Ils s'attaquèrent à ce morceau de silex avec leur burin pendant 20 jours au moins, d'après ce que nous racontent les mémoires de Kenner Copperchef. Mais évidemment, ils parvinrent seulement à entamer un petit morceau. Ils devaient avoir abîmé complètement leurs ciseaux à pierre en cuivre et ils n'avaient pas d'acier. Ils abandonnèrent donc la lutte contre le silex. Les registres de Kenner Copperchef sont très précis. Ramos avait la responsabilité des paniers pour déblayer la tombe, des ciseaux à pierre et des lampes. C'est grâce à ces halos vacillants que les villageois se pressaient de terminer la tombe. La procession funéraire du vieux roi s'est tirée tout le long des corridors pour atteindre la chambre funéraire royale. Pauvre vieux cadavre, aussi sec qu'un sarment, son corps arthritique complètement bandé, recouvert de résine, placé dans 2 beaux cercueils en cèdre qui en recouvraient un 3e en albâtre. Maintenant, imaginez la procession. Ça n'a rien à voir avec les processions de nos jours, où les personnes marchent en rang. C'est une masse grouillante de gens qui essaient de bien faire les choses. Voici donc tous nos villageois, avec de grosses poutres de bois, pour le mettre finalement dans la bonne position au-dessus des cercueils. Juste à la fin de la procession funéraire, après que tout soit terminé, les prêtres et les villageois s'étant éparpillés un peu partout, 2 prêtres devaient tourner autour et allumer 4 chandelles pour éloigner du cadavre les esprits ou les démons du sable. Et juste avant de partir, il mettait de l'eau sur une couche de céréales. Elle grandirait dans l'obscurité et offrirait au roi défunt la magie de la croissance.